Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, la romancière que vous êtes, a régulièrement choisi de partir à la recherche de la vérité chez des femmes qui ne sont que légendes. C'est encore le cas aujourd'hui avec une princesse dont le destin de conte de fées a viré au cauchemar. Bonjour Christine Orban. Bonjour Jacques. Alors on parlera tout à l'heure de Mademoiselle Spencer, votre nouveau roman, inspiré bien sûr de Lady Di, chez Albin Michel, mais on va évoquer votre parcours. Vous êtes déjà venu il y a bien longtemps dans les clés d'une vie, bien avant qu'on ait 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube, donc vous connaissez l'émission, mais j'ai quand même trouvé des choses différentes sur vous pour évoquer votre parcours, avec des dates. Et la première, elle ne vous concerne pas directement, mais le 25 décembre 1941, pour la première fois, cette chanson est interprétée à la radio américaine, la NBC. White Christmas, Bing Crosby. Et je sais que Bing Crosby est important dans votre vie. Dans celle de mon père, Exactement. en effet, c'est fou. Je sais pas, vous avez fait ces recherches et comment vous avez découvert ça. Mais enfant, j'ai été bercée par Bing Crosby, Dean Martin. Mon père adorait ces crooners. Voilà. Heureusement, il y avait ma mère qui jouait Chopin pour équilibrer. Mais en effet, vous êtes vraiment un enquêteur hors pair. En tout cas, Bing Crosby a chanté cette chanson pour la première fois 4 jours après le début de la guerre, l'entrée de la guerre des États-Unis dans la guerre mondiale. Et il a été un soldat de la voix du micro en défendant sur le front de l'Ouest les soldats américains en leur remontant le moral par des chansons. C'est beau. Alors, et vous avez grandi dans une ville où il y a quand même, il n'y a pas beaucoup de neige. C'est Casablanca. Non, mais on allait la trouver à Binelouidan et à Ifrane, où j'ai fait mes premiers pas sur des planches de ski. Voilà. Il y a aussi, c'est Oukaïmeden qui est une station. Et Luca, absolument, mais vous êtes renseigné. En effet, le nom ne me venait pas à l'instant, c'est Lucaïmdem, qui est au-dessus de Marrakech. Il y a de la neige. Aussi skié. Oui, il y a de la neige. Pas tous les hivers, mais souvent. Et le plus étonnant, c'est quand même Dubaï, où je suis allé un jour. Il y a un grand magasin où il y a une piste de ski à l'intérieur avec un remont de pente. J'ai été aussi, et c'est assez stupéfiant. Une grande chaleur à l'extérieur, et puis à l'intérieur, on voit des mamans accompagner leurs enfants en haut du sommet reconstitué de Courchevel. Alors, Casablanca, c'est une ville pleine de chaleur aussi. Oui. Ça a marqué votre jeunesse. Oui, j'aime le sud, j'aime la chaleur. Et Casablanca, c'est aussi une ville qui a marqué l'histoire du cinéma. No matter what the future brings. Puisque vous aimez les crooners américains, Casablanca, un film avec Humphrey Bogart que vous avez vu, bien sûr. Bien sûr, plusieurs fois. Et vous savez qu'au départ, Humphrey Bogart était engagé, mais ça ne devait pas être Ingrid Bergman qui devait jouer le rôle, mais Michel Morgan. Mais ses tarifs étaient supérieurs à ceux d'Ingrid Bergman, et c'est pour ça qu'elle n'a pas été retenue. J'aime beaucoup Michel Morgan, mais j'avoue que Ingrid Bergman était formidable dans le rôle. Alors, vos jeunes années sont paisibles à Casablanca, Christine Orban. C'est une vie de jeune fille sage, qui va à l'école et qui apprend bien tout ce qu'on lui dit. Et près de la nature, et qui se baigne à l'heure du déjeuner, qui monte à cheval en fin de journée avant de faire ses devoirs. Donc, en effet, rythmé aussi par les chevaux et par la mer. Oui, car les chevaux, ça a été très important dans votre vie. Je crois que vous avez fait des concours, vous avez été championne du monde. Du Maroc. Du Maroc, oui. C'est le Maroc. Et junior. Mais du concours hippique et aussi dressage et cross. Donc, voilà. Mais c'est des heures et des heures de travail, ça, et de passion. Ben oui, c'était une vraie passion. La passion des chevaux est une passion très grande. Je pensais même ne jamais pouvoir me séparer de mes chevaux. Et puis, vous voyez, la vie fait que j'habite à Paris, loin de la campagne et des clubs de sport et d'équitation. Et je crois d'ailleurs qu'à 20 ans, vous séparer de vos 2 chevaux a été un drame profond. Absolument. J'ai même fait le vœu de plus jamais remonter à cheval. En souvenir de ces chevaux. Oui. Alors, il y a le dressage olympique aussi qui existe aujourd'hui, mais ce qu'on ne sait pas, ce que j'ai découvert, c'est qu'aux Jeux olympiques de Stockholm, pour la première fois, il y a un dressage, il y avait simplement 4 obstacles à sauter de 1,10 m de haut, et le champion était celui qui passait ces obstacles. 1,10 m, c'est pas très haut. Ben voilà, et c'était le cas, ça a beaucoup changé depuis. Ah bah oui. Alors, il y a aussi un problème quand même, c'est que votre mère vous dit de vous méfier à Casablanca en permanence. Oui,
c'est vrai que j'ai été élevée avec le mot attention. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur de tout. Elle avait peur quand je traversais la rue, quand j'allais me baigner trop loin. Et je me suis dit que moi, je ne dirais jamais attention à mes enfants. Ce qui fait qu'ils parcourent le monde, que je meurs de peur, mais je ne dis rien. Parce que je sais quelle marque ça laisse. Et comme ça m'a finalement empêché parfois de faire des choses, ou bien je l'ai fait, mais j'entends la voix de ma mère qui me dit attention. Alors, il se trouve aussi que votre père n'a pas parcouru le monde, mais l'Afrique du Nord, car il n'était pas souvent à la maison. Je crois qu'il s'occupait de droit maritime. Oui, mon père était en effet spécialisé en droit maritime, ce qui fait que j'ai fait 7 années d'études de droit avec une spécialisation en droit maritime et notariat qui m'a servi absolument à rien puisque je voulais écrire des livres. Mais alors, qu'est-ce que c'était que le droit maritime et pourquoi voyageait-il? Non, il voyageait parce qu'il chassait. C'est un chasseur. Je déteste la chasse, moi, et vraiment, j'aime les animaux. Et droit maritime, c'est les bateaux dans les ports. C'est un métier d'armateur, en fait. On assure les bateaux, je crois. Je suis pas spécialiste. Je vous comprends. Alors, il faut savoir aussi que dans vos jeunes années, Casablanca était une ville culturelle. Je crois qu'il y avait une 50aine de cinémas à Casablanca. Oui, on allait au cinéma, absolument. J'ai vu des films qui m'ont marqué, là, Laurence d'Arabie, où j'ai dû partir au moment où, je me souviens, un jeune homme est pris dans les sables mouvants et ça m'avait tellement ému et bouleversé. Mais on ne se rend pas compte ce que représentait le cinéma au Maroc. Il y avait des salles qui étaient des multiplexes avant l'heure avec quatre lieux en même temps pour voir des films. Oui. C'était important pour les Marocains? Pour les Français du Maroc? Sûrement, oui. Alors, il y avait aussi la littérature et je crois que c'est votre père qui vous a donné le goût des livres en disant « il faut lire un livre par jour ». Oui, lui, il lisait, il était insomniaque et il lisait quasiment un livre par nuit. Et donc, chez moi, il y avait beaucoup de bibliothèques, j'allais piquer des livres et c'est vrai que ça marque. Et j'écrivais, j'avais dans ma chambre pas encore de bibliothèque, mais toutes les phrases que je trouvais dans ces livres et qui m'aidaient à vivre, j'étais une enfant assez mélancolique, je les inscrivais aux grandes dames de ma mère, sur les murs de ma chambre. D'où ce livre, les petites phrases pour traverser la vie en cas de tempête et par beau temps aussi, qui sont finalement inspirées de beaucoup de phrases. Alors on me demandait le livre qui soigne de la dépression. Je ne sais pas si... En tout cas, je pense que les mots peuvent soigner, en effet, des mots MAUX. En tout cas, moi, ils m'ont beaucoup aidé. Oui, parce que c'est à ce moment-là que vous avez dit, tiens, pourquoi pas un jour écrire? Oui, en fait, c'est quand j'ai terminé dans une nuit Rebecca. Je me suis dit, j'avais pas pu le lâcher, et je me suis dit, mon rêve, c'est de raconter des histoires que les gens ne peuvent pas lâcher. Des histoires où je suis... j'arrive à créer un suspense et même psychologique. On a envie de tourner les pages et où on aime le héros ou l'héroïne. Le problème, c'est que votre père vous a envoyé à Paris, Christine Orban, étudier le droit et que ça vous destinait à être notaire. Oui, oui, oui. Vous êtes allé contrainte et forcée un petit peu. Oui, mais je suis soumise finalement. Je commence maintenant à retrouver une certaine liberté, à essayer mais j'ai été une enfant trop disciplinée. Mais bon, peut-être que c'était bien finalement. J'ai fait les études que mon père, il est mort quand j'avais 20 ans, donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout des études qu'il avait décidées pour moi et qu'après avoir accompli mon devoir, j'étais finalement libre d'aller là où mon cœur me portait et c'était la littérature. Voilà. Mais le métier de notaire, il y a quand même des histoires de famille, des secrets de famille. Là, je suis tombé sur un document où un monsieur fait son testament et la moitié de l'héritage va à sa femme, la moitié à sa maîtresse. C'est quand même assez étonnant. Il y a des secrets chez les notaires.
Ah, ça, c'est formidable, c'est un sujet de roman. Mais vous savez, quand on débute, on vous donne comment dirais-je, successions à traiter, et c'est évidemment pas les plus riches. Donc, il faut partager, vous sentez bien comme c'est sentimental, des découverts en argent et une voiture entre les enfants, et tout ça demande beaucoup de psychologie et aussi de bienveillance et d'attention. C'est un peu comme un psy, le notaire. Oui, et entre deux PV, ben, vous avez commencé à écrire un livre discrètement, le premier. Oui, absolument. C'était Les petites filles ne meurent jamais. Et j'ai été démissionnée en disant à la femme notaire, qui s'appelait Christiane Le Tulle-Joly, qui est restée une amie, donc qui était mon patron, j'allais écrire des livres, que je l'avais posté, que s'il n'était pas pris, ben j'allais me jeter dans la Seine, mais je voulais écrire des livres et puis être notaire. Mais elle a pris ça au sérieux, c'était un risque énorme, Christine Orban. Oui, mais je pense qu'il faut prendre des risques. La vie est beaucoup plus intense comme ça. Ouais. Sinon, je serais notaire, j'aurais eu une vie très différente, j'aurais pas rencontré mon mari, j'aurais pas les enfants que j'ai. Vous voyez, je pense que le seul chemin possible, c'est celui du cœur et des choses qui vous font vraiment envie. Et vous l'avez suivi, et on va continuer à l'évoquer à travers une autre date, le 15 mars 2002. A tout de suite sur Sud Radio avec Christine Orban. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christine Orban. Nous parlerons tout à l'heure de Mademoiselle Spencer, un roman qui est paru chez Albin Michel et qui évoque Lady Diana à votre façon. C'est un sujet vaste qu'on va évoquer tout à l'heure. Et on revient au 15 mars 2002. Alors c'est un défilé de mode sur France 3 et vous intervenez entre deux mannequins pour donner votre avis sur la mode. À l'époque, chaque fois qu'il y a un défilé de mode et que vous êtes là, on vous demande votre avis, Christine Orban. Oh là là, alors ça, je m'en souviens même pas. Je me souviens juste qu'une de mes phrases, en effet, peut-être, a été reprise partout parce qu'on me demande qu'est-ce que vous pensez de la collection Garot. Je n'allais en fait que chez lui, c'était mon ami. Et j'ai répondu, c'est hippie chic. Et donc, hippie chic a été très repris. Et au fond, j'aimais beaucoup ce côté hippie chic, c'est-à-dire pouvoir mélanger des vêtements du souk du Maroc ou des accessoires avec les choses plus chics des couturiers parisiens. Et Emmanuel Ungaro était quelqu'un qui avait réussi sans moyens, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui. Il n'y avait pas de gros groupe derrière. Oui. Et c'était aussi un destin incroyable de quelqu'un qui a énormément travaillé. Énormément travaillé. Lui aussi a suivi son cœur. Il a été là où son cœur le portait. Il a été un enfant pauvre. Il a toujours rêvé d'habiller les femmes. Et il a commencé par des stages et il a créé sa maison, donc en effet, son groupe financier, tout seul. En travaillant 15 heures par jour, oui. Parce que c'est le secret de la mode. C'est le secret de tout et réussite, le travail. Alors, la mode, c'est un univers que vous avez découvert assez vite finalement, Christine Orban. Oui, au fond, ils m'ont découvert. Non, parce que je m'amusais à mélanger les choses. Et donc, ça a sûrement attiré l'attention d'Emmanuel Ungaro. Voilà, la façon dont j'aimais mélanger les vêtements. J'ai écrit aussi un livre, décidément, surtout, mais qui s'appelle Fringues, oui, sur l'apparence, parce que la mode et le vêtement n'est pas la chose aussi futile qu'on imagine. Elle peut servir aussi à cacher des états d'âme. Je sais que moi, quand j'ai eu un deuil terrible dans ma vie, j'ai voulu le dissimuler à mes enfants pour pas les rendre aussi tristes que je l'étais. Et la couleur m'a aidé, le vêtement m'a aidé à ne pas montrer forcément. Alors après, c'est dangereux parce qu'il peut y avoir un malentendu et vous prendre pour celle ou celui que vous n'êtes pas. Mais aussi, je trouve qu'il y a une politesse de se soigner pour voir un ami. C'est aussi une marque d'attention.
Oui, mais la mode a évolué. Dans les années 50-60, quand on sortait le soir pour aller au restaurant ou dans les cabarets russes, on mettait un smoking. Aujourd'hui, dans les discothèques, on y va en jean. C'est plus du tout la même chose. Oui, c'est peut-être le smoking d'aujourd'hui. Oui. Regardez même la collection Chanel. Moi, je trouve que c'est formidable, ces robes du soir avec des baskets. On est tellement plus à l'aise finalement. Oui, mais en même temps, la mode est un univers impitoyable. Vous parliez de Coco Chanel. Je me souviens d'Elisabeth Tessier, qui a fait ensuite une grande carrière d'astrologue, a débuté comme mannequin chez Chanel. Elle a eu le malheur de ne pas défiler comme elle le souhaitait. Elle a été virée sur l'heure. Ah oui, mais c'est un monde difficile et cruel. Hein. Alors, vous avez petit à petit aussi, grâce à Ungaro et à d'autres, appris les codes de la mode. C'est pas seulement pour vous habiller, mais aussi l'univers vous a passionné. Beaucoup de choses m'ont passionné. Hein. Je dois vous dire que non, les codes, j'aime bien la liberté dans la mode aussi. Vous voyez, on m'a demandé pour Diana si j'aimais la manière dont elle avait été vêtue. Non, pas du tout. Ça manque de liberté. J'aime pas ces uniformes chics. Non, j'aime bien le goût, parfois l'excentricité, du moment qu'elle est personnelle. Je n'aime pas les diktats de la mode. J'aime bien recréer. Il faut mélanger les choses. Et d'ailleurs, il y a un film aussi qui a marqué une génération, vous l'avez peut-être vu, c'est celui dont vous allez entendre la bande-annonce. Le diable s'habille en Prada, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui, j'ai vu évidemment. Et je connais le diable aussi, oui. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un univers très particulier. Les journalistes de mode, et d'ailleurs la personne qu'incarnait Meryl Streep, qui était Anna Wintour, la patronne de Vanity Fair, a dit que c'était extraordinaire de montrer combien la mode était un univers très, très dur parfois. Oui, c'est dur parce qu'en plus, le physique compte. Et c'est une des plus grandes injustices finalement. Mais c'est un univers de femmes aussi. Alors, effectivement, il y a deux Christine Orban. Il y a celle qui, justement, sort le soir et celle qui passe ses journées à son bureau. C'est vrai que quelquefois, on a dit, elle sort tous les soirs, elle a une vie mondaine. Quand est-ce qu'elle trouve le temps d'écrire? Mais c'est pas mal de sortir le soir. Je vois pas la critique, d'ailleurs, dans tout ça, quand on travaille toute la journée. Mais vous savez, parfois les gens aiment bien aussi critiquer. La jalousie, l'envie existe dans ce monde. Et on peut aussi raconter parfois n'importe quoi. Je suis à mon 26e roman, donc j'ai pas mal aimé être seule aussi. J'aime beaucoup être seule. J'aime beaucoup le silence et la solitude. Et me promener 1 heure par jour après avoir écrit. Et parfois voir des amis le soir. Mais c'est vrai que si je sors plutôt au théâtre ou je vais beaucoup voir aussi des expositions, on me photographie. Qu'est-ce que vous voulez que je vais... C'est antipathique de dire non. On peut pas. Mais pourquoi refuser? Pourquoi dire à quelqu'un c'est même vexant? On peut pas faire ça. Et quand vous avez débuté, Christine Orban, avec ce premier livre, est-ce que vous pensiez qu'un jour, aujourd'hui, vous en seriez à votre 26e? Franchement, non. Franchement, non. Pas du tout, parce que c'était déjà une surprise et j'étais tellement heureuse d'être publiée, que mon livre puisse intéresser un éditeur, avoir un excellent papier de François Nourricier, tout ça m'a marqué et je remercie encore aujourd'hui. Mais c'est une question de travail aussi. Mais de travail et d'idées, car il faut avoir des idées en permanence et surtout énormément travailler. Un livre, parce que beaucoup de gens rêvent d'écrire, c'est 1 an de travail. Sur Blaise Pascal, c'était 3 ans. Ça Voilà. a été 3 ans de travail et de lecture acharnée. Je crois que j'aurais pu remplir mon bureau entier des œuvres, de la aussi correspondance entre Jacqueline et Blaise Pascal. Mais je regrette vraiment pas. C'était tellement formidable. C'est tellement formidable de voyager au XVIIe siècle. C'est plus marrant peut-être même qu'aller aux Bahamas, je vais vous dire. J'ai préféré à tous ces voyages-là d'aller au XVIIIe. Puis là, je suis passée c'est un grand écart de
de Port-Royal à Buckingham. C'est autre chose. Je peux vous dire, on est mieux à Port-Royal qu'à Buckingham, je pense. Quand on n'est pas aimé, c'est aussi un univers très dur. Mais ça permet d'étudier tellement de vies et de personnes différentes. C'est formidable. Mais j'aime bien voir aussi les personnes en vrai. Elles m'intéressent aussi. Oui, mais vous avez aussi beaucoup progressé, car aujourd'hui, vous avez appris un véritable métier. Vous êtes arrivé dans la littérature sans savoir ce que c'était. Et puis aujourd'hui, c'est une véritable organisation personnelle. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des études de romancier. Je crois pas, il y a des cours qui servent à rien, mais surtout, on apprend son métier. Il faut lire, mais il faut lire, il faut aimer lire. Vous savez, j'ai beaucoup lu avant, et au fond, peut-être qu'il faut avoir quelque chose en soi de détraqué, je sais pas, parce qu'au fond, c'est vrai, pour aimer plus être seul dans le silence qu'aller faire la fête tout le temps, contrairement à ce qu'on dit. Faut peut-être être un peu détraqué, je sais pas. Mais il faut surtout se servir des bases et les rendre de plus en plus solides. Oui, je sais pas. Il y a peut-être que c'est ce que je ne comprends pas qui me fait écrire, ou ce que je connais pas qui me fait écrire et que j'ai envie de connaître. J'ai envie d'approfondir. En fait, je voulais être psychiatre. Oui. Et je me suis sentie incapable d'analyser, de rester peut-être 15 ans, 20 ans sur un divan, quelqu'un qui m'était pas sympathique ou qui m'intéressait pas beaucoup. Alors que là, je le suis parce que finalement, j'analyse des gens très différents, de Virginia Woolf à Marie-Antoinette, à Diana, à Blaise Pascal et sa sœur. Je les analyse, j'essaie de les comprendre et je choisis mes patients. C'est formidable d'avoir les patients que j'ai. Vous êtes passé, autrement dit, des divans aux couvertures. Et on va en reparler à travers une autre date, le 10 juin 2016. A tout de suite sur Sud Radio avec Christine Orban. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christine Orban. Nous parlerons tout à l'heure, on a déjà commencé à évoquer le sujet de Mademoiselle Spencer, ce roman inspiré de Lady Diana et de sa vie chez Albin Michel. On en revient à votre parcours et j'ai trouvé une date aussi importante, le 10 juin 2016, une télévision encore au Petit Trianon. Vous êtes à Versailles, interviewé au Petit Trianon, ce qui n'est pas évident pour ce livre sur Marie-Antoinette. Oui, c'était une grande émotion d'être au Petit Trianon, surtout d'aller me promener dans des endroits qu'on ne peut pas visiter. Ça, c'était extraordinaire. On découvre des pièces des petites pièces. J'adore voir les petites pièces, puis aussi la grotte où elle pouvait... Elle l'avait installée à côté d'une cascade pour pouvoir dire des secrets et pas être entendue, parce qu'évidemment, elle n'était jamais seule. Donc, elle s'est mise à côté du flot de l'eau et de se promener dans tous les endroits que Marie-Antoinette a connus. Et c'est un privilège, parce qu'être admise dans ce lieu, il faut vraiment, pas insister, mais il faut vraiment être reconnu comme quelqu'un qui a écrit sur Marie-Antoinette. Oui, j'ai écrit, j'ai travaillé beaucoup sur Marie-Antoinette. C'était un peu fou aussi parce que après Stefan Zweig, après tous les livres tellement brillants et de grands historiens très connus, Varesquiel a fait un livre formidable aussi. C'était un pari. Ce livre s'intitule « Charmer, s'égarer et mourir » et c'est un portrait de Marie-Antoinette tout à fait original. Comment est venue l'idée de ce livre sur Marie-Antoinette, Christine Orban? Peut-être parce que j'avais un a priori contre la reine. Ah bon? Et je me bats contre les a priori, surtout faits aux femmes. Vous voyez, vous m'en avez cité un tout à l'heure. Donc, on disait qu'elle était une tête avant. C'était l'expression à l'époque. Elle a montré, quand elle arrive aux Tuileries, et qu'elle dit « Je me suis retrouvée dans la solitude et dans le silence », vous voyez, les mots que je vous ai dit, et elle a prouvé que comme elle était intelligente, elle est arrivée à inventer un langage crypté pour s'entretenir avec Fersen. Elle a montré le courage et la femme extraordinaire et forte qu'elle était. Et donc, en lisant sur elle,
je me suis dit finalement c'est pas bien. J'avais un a priori, il faut que j'étudie cette femme et que je lui rende justice. Elle n'avait pas évidemment besoin de moi, mais en tout cas, ma justice était important pour moi. Et j'ai écrit sur toutes les choses qui vont ponctuer la vie de Marie-Antoinette, le sang, les chiens, enfin des détails que j'ai retrouvés et qui ne sont pas d'ailleurs des détails puisque le sang va la suivre toute sa vie. Je me suis lancée. Et là, c'est vrai qu'il faut un peu de courage après les grands historiens que j'ai cités tout à l'heure. Il faut surtout trouver un angle à chaque fois, un angle original pour évoquer le personnage. Et ça, c'est pas simple. Oui, mais ils me viennent par l'intérêt que je leur porte. Parce qu'au fond, Virginia Woolf, c'est vrai que c'est le vampirisme d'un écrivain qui va transformer son amour en personnage de roman. Puis c'est quelque chose qui me touche forcément, parce que moi aussi, parfois, j'ai envie de transformer peut-être un homme que j'aime en personnage de roman. Puis je le fais pas, mais elle l'a fait avec Vita Sackville-West, donc forcément, ça me passionne. Dans chaque livre, il y a un point qui me passionne et que je développe. Et je ne fais pas des grandes biographies. Je me fixe sur un point, sur Joséphine et Bonaparte, c'est la répudiation. Forcément, c'est un moment extraordinaire. Il l'aime, mais en même temps, enfin, c'est un roman d'une violence incroyable et d'un courage aussi de la part de Joséphine. Donc, je trouve un point qui me passionne. Alors, il y a des tas de choses qu'on connaît sur Marie-Antoinette, mais il y a une chose qu'on sait peu, c'est qu'elle est à l'origine de ce classique. C'est fini tout trouble, s'apaisera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins. Vous connaissez Ah, ça ira. Et c'est elle qui est à l'origine, car en effet, elle reçoit un jour Benjamin Franklin pour parler des États-Unis, et elle lui dit Ah, ça ira, ça ira. La phrase est partie dans le peuple, et c'est devenu la phrase de la Révolution. Terrible que vous dites non, ça je ne le savais pas. Alors, il se trouve que à chaque fois, vous vous plongez dans le personnage, mais vous lisez aussi tous les autres sujets où il y a les pièces. Je ne sais pas si vous avez vu le grand spectacle sur Marie-Antoinette de Robert Hossein. Bien sûr, au Palais des Sports. Là aussi, c'était extraordinaire, où Caroline Siol se faisait guillotiner pratiquement chaque soir. Oui, c'était d'ailleurs Caroline Siol, qui est une amie, ça l'avait bouleversée. Elle nous en a parlé dans les clés d'une vie, et je lui ai raconté une chose qu'elle ignorait. En fait, on votait, vous savez, tous les soirs pour savoir la mort ou la vie, avec une boule blanche et une boule noire. Et il y a 2 spectateurs suisses qui arrivent un jour qui disent « On ne peut pas voter, on est suisse ». Tout ça est authentique. Alors, finalement, ce livre a eu de l'importance parce que vous avez quand même obtenu un prix du roman historique qui a été remis par Jean Tullard. C'était pas n'importe quoi, Christine Orban. C'est vrai que ça m'a énormément touchée, oui. Parce qu'au départ, vous n'êtes pas historienne et vous avez réussi à avoir un prix d'histoire. Oui, mais vous savez ce que disait Zweig, il le dit d'ailleurs dans le Marie-Antoinette, que l'intuition, selon lui, va plus loin que les froids documents. On a besoin en tant que romancier des livres d'histoire, bien évidemment, c'est notre nourriture, mais Zweig est un romancier aussi. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a sur un historien pur, c'est qu'on peut interpréter et prendre parfois des risques. Le risque de dire, par exemple, pour Zweig, forcément, il y a une aventure entre Marie-Antoinette et Fersen. Un historien ne peut pas l'assurer, on n'a pas vraiment les preuves. Et puis je suis très fière parce que je suis au Grand Prix du livre d'histoire à Versailles avec des vrais historiens. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire d'une romancière? Mais ils ont eu l'amabilité de dire que c'était utile. Donc, oui, voilà. Parce qu'une romancière, c'est une autre façon de raconter l'histoire. Oui, mais on en parlera tout à l'heure, parce que vous dites roman évidemment pour Mademoiselle Spencer, mais c'est même plus, c'est un journal. Je rentre vraiment dans Mademoiselle Spencer, à l'intérieur d'elle, c'est la caméra intérieure. J'aime la caméra de ma longue psychanalyse intérieure des psys. Et voyez, j'ai jamais autant appris sur Madame de Maintenon que dans le livre de Chandernagor, qui est aussi un livre à la première personne. Elle est
Madame de Maintenon, et on apprend énormément. Et Marguerite Yourcenar, Adrien, c'est à la première personne aussi. Donc c'est des romans, mais Dominique Bonnat appelle ça des romans vrais. Elle a peut-être raison. On se permet juste, avec notre sensibilité, d'interpréter un fait historique. Est-ce que finalement, ce n'est pas une plus belle façon et plus simple d'apprendre l'histoire aux gens avec des romans simples que des livres d'histoire parfois très compliqués? Alors là, j'ai l'ambition de toucher aussi les gens très compliqués. Et voyez, là, j'ai relu Blonde de Carol Oates, qui évidemment interprète Marilyn Monroe. Mais c'est formidable parce que c'est une romancière qui ajoute à une biographie simple, qui donne son interprétation. On se trompe toujours, et comme dit Yourcenar, tout est roman de toute façon. Parce que bon, on peut toujours se tromper, mais j'ai l'ambition j'espère, de toucher aussi les gens qui apprécient le roman. On parlait du prix littéraire donc de Versailles dont vous êtes membre. Il y en a aussi un autre à Marrakech. Ça doit vous toucher particulièrement. Oui, j'ai présidé pendant 10 ans le prix de littérature marocaine, sponsorisé par la Mamounia. Et on l'a donné d'ailleurs aussi en premier prix à Leïla Slimani. Ça l'a lancé pratiquement. Oh non, je dirais pas ça. Mais enfin, c'était avant le prix Goncourt, en effet, pour Le Jardin de l'Ogre, qui est un livre formidable, très fort, très, très courageux. Évidemment, ça a choqué un peu dans le pays, mais bon. Mais en tout cas, non seulement vous écrivez des livres, mais vous aimez en lire et surtout de participer à des jurys parce que c'est une façon de rendre aux autres ce qu'on vous a apporté. Ah mais j'adore lire et si je peux, évidemment, aider des jeunes auteurs. Là, je suis au prix de Françoise Sagan. Et je trouve que le pitch, on va parler moderne, est très intéressant. C'est un livre qui n'a pas eu de succès, dont l'auteur n'est pas connu. Donc là, c'est vraiment ça. On a vraiment fait un travail de lancement, si possible, et qui est bon, évidemment. Donc, vous savez, parfois, ça passe entre les mailles du filet. Bien sûr, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'être lu par des éditeurs qui cherchent la rentabilité parfois au lieu de l'auteur. Ah, mais vous savez, les éditeurs, en fait, je connais bien les éditeurs. C'est un métier difficile et je trouve qu'au contraire, parfois, ils peuvent prendre des livres grand public, mais qui leur permettent aussi de prendre d'autres livres. Moi, je suis même très admirative parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui prennent des très bons livres qui n'ont pas forcément une grande audience publique, mais ils les prennent quand même parce qu'ils sont bons. Alors, il y a un autre prix auquel vous avez participé, c'est le prix de littérature et musique à Deauville, alors que vous habitez parfois Trouville, qui sont des rivales. Oui, ça c'est un prix auquel je tiens beaucoup et qui continue. Et c'est grâce à Jérôme Garcin, qui est le président de ce prix. Je suis là depuis le début. On a fêté notre 21e année du prix. Et donc, c'est un prix particulièrement intéressant puisque c'est tous les livres qui parlent de musique. Et on est tous passionnés de musique classique et de littérature. Donc, quand un livre réunit la littérature et la musique, et parle bien de musique, c'est un cadeau énorme. Mais il y a une rivalité Deauville-Trouville. C'est un monsieur qui s'appelait Cornuchet qui a créé Maxims et qui a créé Trouville pratiquement, les premiers casinos de Trouville. Il a eu un problème différent avec le patron du casino de Trouville. Il est parti à Deauville où il a créé le casino. Donc il y a une rivalité Deauville-Trouville qui s'est installée. Voilà, oui. On dit que Deauville, c'est les paillettes et Trouville, je crois, les intellos. Oui. Eh bien, c'est faux parce que il y a un maire formidable à Deauville qui est Philippe Augier, qui a créé les Franciscaines, qui est un lieu de culture absolue où vous pouvez aussi bien écouter de la musique, voir des expositions. Il organise aussi des signatures d'auteurs.
et ce prix littéraire, évidemment, qu'il a fondé avec Jérôme Garcin et auquel il participe. Donc nous sommes un groupe à Deauville qui, grâce donc aussi au maire qui nous abrite et qui nous soutient, a créé ce prix littéraire qui maintenant est important. Donc ça, maintenant, on va traverser la Manche pour une autre date importante de votre vie et ce livre, le 26 mars 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Christine Orban. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christine Orban. On a évoqué votre parcours, mais on en vient maintenant à l'actualité. Le 26 mars 2025 est sorti Mademoiselle Spencer chez Albin Michel. Un roman, mais un journal aussi. En fait, vous avez décidé, après tous ces romans sur Marie-Antoinette et autres, de vous intéresser à un personnage archi-moderne et culte, qui est Lady Diana, Mademoiselle Spencer. Pourquoi ce choix? D'abord, elle est peut-être moderne, mais elle est rentrée dans l'histoire. Ah oui. C'est un personnage culte, oui. historique. Elle a vraiment quitté les pages People et elle est un personnage historique. Et un journaliste me disait hier justement, elle aurait passionné Stéphane Zweig, qui évidemment aurait écrit sa biographie. Moi, dans mon Marie-Antoinette, je dis qu'au fond, Marie-Antoinette était la Lady Di du 18e. Et il y a un vrai rapprochement à faire entre les deux personnes. Et justement, on va réécouter sa voix pour se mettre dans l'ambiance. Well, he certainly does. I mean, he's a typical 3-year-old, because I work with 3-year-olds, and very enthusiastic. Elle avait about une voix things. douce et timide, Lady Diana, non? Oui. Ce qui m'a passionnée d'étudier, c'est sa transformation. Parce qu'au fond, il y a deux grandes transformations dans la vie de Diana. Il y a cette jeune fille qui est un peu mal dégrossie, qui rougit, qui va se transformer en star. Ça va être, on dit, la Marilyn des années 80-90, qui va devenir une beauté absolue. Et c'est aussi cette jeune femme timide qui marche derrière le prince Charles avec un petit bouquet à la main, qui va se transformer en Valkyrie devant la BBC et qui va tout déballer. Il y a des dizaines de livres sur Lady Diana, mais l'originalité de cet ouvrage, c'est que justement, c'est Mademoiselle Spencer. Parce que peu de gens, Christine Orban, ont évoqué ce parcours qui a commencé dans sa jeunesse, une jeunesse particulièrement difficile qu'on ne connaît pas. Mais oui, alors c'est Mademoiselle Spencer pour, au fond, 2 ou 3 raisons. Et j'ai tenu absolument à ce titre. Parce que c'est quand elle est Mademoiselle Spencer que sa mère part. C'est le drame de sa vie. Elle va, je pense, cultiver ce drame de l'abandon. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle va vivre si mal la seconde vie de Charles. Peut-être qu'il y aurait une moyen de s'arranger avec ça et elle ne le supporte pas. Et aussi parce que c'est un refus, au fond, quand elle va devant la BBC et qu'elle déballe tout, c'est un refus du monde dans lequel elle a été plongée par un mariage arrangé. Elle veut retourner, au fond, à ce qu'elle était. Elle refuse cette image d'icône royale. Ce qu'elle était avec une difficulté, et on l'apprend dans votre livre parce qu'on ne le sait pas assez, son père était très violent. Oui, moi aussi, j'avoue que j'ai appris beaucoup de choses parce que, en étudiant aussi les photos de sa jeunesse, on voit ce regard tellement mélancolique et triste, toujours vers le bas. Et donc, j'ai évidemment cherché, étudié, et lu. Son père était violent. Oui, quand elle découvre dans les journaux que son père bat sa mère et que sa mère se remarie, elle quitte ses 3 enfants, ses 4 enfants même. C'est Diana qui va élever son petit frère. Elle les abandonne à des nurses qui changent tout le temps. Sa vie d'enfant n'a pas été très gaie, non. Non, elle n'a pas été gaie et en plus, elle a dû se battre contre sa propre personne. Elle se jugeait moche. Oui, elle se jugeait... Enfin, son frère lui disait aussi. Elle s'est jamais vécue, en tout cas jeune fille, avec une grande assurance. Elle n'a pas fait d'études.
son mariage, elle rêve du prince Charles depuis qu'elle a 8 ans. Elle l'a vu à la télévision lors du couronnement prince de Galles par sa mère. Elle est comme toutes les petites Anglaises amoureuses du prince Charles. Puis ça se réalise. Et vous évoquez dans ce livre, Christine Orban, une autre figure qui a compté dans sa jeunesse, qui était Barbara Cartland, la romancière. Oui, Barbara Cartland est la mère de Reine. Reine est la seconde femme donc de son père, qu'elle déteste. Et je crois que ses premiers sentiments de violence vont naître là, avec son frère. Les enfants Spencer ont envie de la pousser dans la piscine tout habillée, enfin avec des... Reine prend une grande assurance dans la maison, elle redécore tout avec un goût qu'elle juge affreux, pas assez chic, enfin bref. Mais en même temps, Barbara Cartland, bon, qui a une image de romancière très sérieuse dans le monde entier, elle fréquentait les nightclubs dans sa jeunesse, elle lançait des modes, elle a participé au vol du premier planeur remorqué par avion en 1931. Ça, c'est chouette. C'est tout à fait différent de l'image qu'on a. Oui, mais c'est pas sa belle-mère, c'est sa belle-grand-mère. Et avec elle, elle avait des relations normales. Et ce qu'on apprend aussi dans ce livre, Christine Orban, c'est qu'au départ, la favorite pour épouser le prince Charles, c'était pas Diana, mais sa sœur Sarah. Oui, oui. Comme quoi, la famille Spencer intéresse beaucoup les Windsor. Parce que c'est une très haute aristocratie. Et puis c'est une famille très proche de la couronne. Les deux grands-mères ont travaillé, l'une pour la reine-mère, l'autre pour Élisabeth. Elle a été première femme de chambre, dame de compagnie, etc. Donc très très proche. Et son père a été écuyer du roi George VI, puis de la reine Élisabeth. Donc c'est une famille où le rêve absolu, d'ailleurs je crois qu'elle a été contaminée complètement, c'est d'épouser un prince et si possible le prince Charles. Alors, je m'amuse à décrire le complot des grands-mères qui vont tout faire pour que la petite Diana, après avoir échoué avec Sarah, qui a du tempérament, rien à voir avec... qui envoie balader le prince qui veut pas être prisonnière, alors il se rue sur la petite Diana, qui, elle, croit au conte de fées. Voilà. Et justement, quand on lit votre livre, on se rend compte que finalement, les coulisses de Buckingham, Christine Orban, c'est pire que Dallas. C'est-à-dire que tout ça est un complot qui a été monté par la reine et par Buckingham, parce que Diana était la femme idéale naïve, alors que Camilla était dans la vie de Charles. Oui, tout ça est assez triste, et très triste. Mais en fait, ce qu'a apporté Diana en créant ce scandale, c'est que je pense que c'est le dernier mariage arrangé, hein, couronne d'Angleterre, que c'était cruel pour Diana, mais ça l'était aussi pour le prince Charles, parce qu'il était amoureux d'une femme et on lui a pas permis de l'épouser, puis probablement pour Camilla aussi. Tout ça était douloureux pour tout le monde, et la naïve, c'était Diana. Je pense que Charles, comme un héros shakespearien, devait être tiraillé entre le pouvoir et l'obligation d'être roi aussi, et l'amour. Et elle ne voit que l'amour. D'ailleurs, c'est très intéressant, comme la vie de Marie-Antoinette, qui commence comme des contes de fées. C'est un conte de fées au début. Et vous racontez justement ce livre à la première personne, comme si c'était les mesdemoiselles Spencer qui parlaient. Et on se rend compte à un moment que finalement, elle devine que Madame C, Camilla, est présente dans la vie de Charles. Elle le comprend très vite. Mais ça a été un drame important. Mais vous savez, finalement, c'est elle qui parle. Alors, c'est elle qui parle parce que je me glisse complètement dans Diana. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est assez douloureux. Hein. Pourquoi ? Parce que être une femme mal aimée, c'est pas drôle. Et d'aimer en retour, et c'est pas du tout une ambitieuse, sinon elle aurait fermé les yeux, elle aurait été reine. Non, elle veut être aimée par le prince. C'est au fond, j'ai pris le maximum dans ce livre de phrases qu'elle a prononcées. Et certaines, parfois, je me dis, oh là, c'est quand même un peu mal tourné, il faudrait que je le refasse. Par exemple, quand ils sont sur la botte de paille, pour la première fois, tout ça est des scènes totalement vraies. Toutes les scènes sont vraies. Et après, je les mets en scène, moi. Il vient lui parler,
Ça, c'est intégralement ce qu'elle a dit. Alors je me suis dit, et d'ailleurs j'ai demandé à mon éditeur, est-ce que je le réécris? Parce que là quand même ça fait un peu nunuche quand elle lui dit, je vous ai vu derrière le cercueil de votre oncle Mountbatten. Et je me suis dit que vous aviez besoin de quelqu'un qui vous protège et qui vous aime. Enfin c'est hallucinant de dire ça. Et lui, il est ébahi évidemment pour cette fille qui est tellement nature. Et alors je l'ai laissé dans ses mots à elle. Alors parfois, c'est ses mots totalement à elle. Et il y a une scène qui est une scène clé de la vie de Lady Diana, c'est le jour où elle s'aperçoit que le prince Charles est parti dans un train avec une femme blonde. Oui, alors cette histoire, beaucoup de Français ne la connaissent pas parce que je l'ai trouvée dans des journaux anglais. Mais c'est terrible. Avec sa sœur qui lui dit, ah coquine, tu as été avec Charles dans un train, dans le Love Train. Évidemment, ça n'était pas elle. Mais il ne faut pas tout dire. Mais c'est une scène qui m'a fait beaucoup de peine pour elle. Parce que finalement, vous savez, c'est terrible le doute. C'est la première fois où elle va douter. Est-ce que Camilla est une amie de la famille ou plus que ça? Et le doute, ce poison, va commencer à grandir en elle à partir de là. Et le mariage du siècle est finalement l'un des plus mauvais jours de sa vie. Le mariage du siècle, alors c'est un jour difficile, elle veut pas y aller, elle veut plus y aller parce que il y a un autre épisode qui se passe en plus du train, et sa sœur, Sarah, la terrible Sarah, lui dit, mais maintenant t'as ta tronche, t'as ta tête sur toutes les tasses d'Angleterre, tu peux plus. Il faut y aller. Puis sa robe avec je ne sais pas combien de milliers de perles et brodées et tout. Elle est là. Sa sœur lui dit, maintenant c'est trop tard. Je t'avais dit de ne pas y aller. Maintenant c'est trop tard. Mais là elle a peur aussi. Mais je pense quand même qu'elle est amoureuse du prince Charles et qu'elle se dit qu'elle va arriver à le séduire. Christine Orban, c'est un roman, mais on a l'impression que tout est vrai dedans. Non, c'est un roman vrai, puisque toutes les situations ont existé. Tout ce que je décris a existé. Je me permets seulement de remettre des mots sur la personne de Diana, de l'animer. Et beaucoup des mots, jusqu'au dernier, qui est... Là, j'ai fait un anachronisme. Je termine ce livre avec la phrase qu'elle a prononcée avant de mourir, qui est aussi très significative. Et ça, c'est évidemment totalement elle. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre d'inventer. Mademoiselle Spencer est devenue Lady Diana, mais au fond d'elle-même, et vous le racontez dans ce livre, elle rêvait d'être Audrey Hepburn. Oui, ça, quand elle est en fait en face la première fois de Camilla, elle admire, forcément, parce que Camilla est sûre d'elle. Elle sait parler, elle sait, tout le monde la connaît, elle fume, elle boit, elle rigole, elle est belle, elle est sexy, donc et elle est comme un peu nunuche, quoi. Elle arrive, elle a 19 ans, elle est très intimidée, donc elle se dit, moi, qu'est-ce que je pourrais pour plaire, pour rivaliser avec cette femme tellement sûre d'elle, et elle se dit, j'aimerais être Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, d'ailleurs, au départ, qui était assistante dentaire, et il y a un metteur en scène qui vient chez le dentiste, qui la remarque et qui l'a engagée pour Gigi. Il a bien fait, il a bien fait. Alors, dans ce livre, vous n'allez pas, bien sûr, jusqu'à la mort de Diana, mais en même temps, on comprend pourquoi elle est passée à la postérité, pourquoi elle est aujourd'hui une icône. Oui, je vais jusqu'à sa mort sociale, jusqu'à cet acte insensé qu'elle va commettre pour avoir sa liberté. Diana s'est mariée à 19 ans, elle veut sa liberté, elle n'a pas réalisé qu'elle ne sait pas voler. Donc on lui ouvre les portes parce qu'elle a dépassé les bornes. Elle dit que Charles n'est pas capable d'être roi, qu'elle a un amant, qu'elle l'adore. Enfin, elle a dépassé les bornes. Et donc, on lui ouvre la porte. C'est le divorce. Et là, pour moi, elle part en vrille. J'ai eu envie d'étudier qu'est-ce qui l'a emmené à faire cet acte-là. C'est très intéressant de voir comment
cette femme bien élevée va faire rentrer chez elle les journalistes pour qu'on croie que ce soit des médecins, des kinésies, parce qu'elle voyait des tas de gens comme ça, et enregistrer une émission qui sera vue par 23 millions de personnes. Mais en fait, elle s'adresse à Charles. Exactement. C'est à lui qu'elle veut parler. Et là, il va être obligé de l'écouter. Donc, je pense que après, c'est pour moi, moins intéressant. Même si... Parce que ça n'est plus elle. Elle part en vrille, elle ne sait pas être libre. Tout ça, vous le racontez dans ce livre, Mademoiselle Spencer, chez Albin Michel, que je recommande à ceux qui nous écoutent, parce qu'ils découvriront une autre Lady Diana ou Mademoiselle Spencer qu'on ne connaissait pas forcément. Merci de l'avoir écrit, Christine Orban. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.